Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. On s'était quitté, pour ceux qui étaient là, sur Irma la Douce, le film de 63 de Wilder, où on voyait ces couleurs éclatantes, ces cochons, ces faux, en grande partie faux, justement, je ne sais pas s'ils sont en plastiline, mais enfin en résine des halles, ces faux fruits et légumes et cochons des halles de Paris. On est ici avec Fedora, presque 15 ans après, donc effectivement, ce n'est pas le tout dernier film de Wilder, mais c'est vraiment le bout de sa carrière. Il lit un magazine qui ressemble à Livre Hebdo, si vous connaissez le magazine professionnel de l'édition Livre Hebdo, qui s'appelle Publishers Weekly, et il trouve qu'il y a un nouveau livre qui va paraître, qui va regrouper des nouvelles autour de Hollywood. Et en fait, on voit bien que ce qui intéresse Wilder, malgré tout, c'est de refaire encore un film autour d'Hollywood, comme il l'a fait. Vous êtes peut-être venu le voir, et vous le connaissez de toute façon, en 1950, Sunset Boulevard du crépuscule. Mais on voit qu'en fait, ça continue à l'intéresser. Et ce qui est amusant, c'est qu'il dit, mais de toute façon, je fais cette chose qui ne marche jamais, qui est un film sur Hollywood. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme une sorte de douleur lancinante ou même de prurite, comme ça, qu'il faudrait faire des films sur Hollywood, mais on sait qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, que ça se mord la queue, que bon, voilà. Alors effectivement, Fedora, ce qui m'intéresse aussi de vous le montrer et de vous le montrer en bout de cycle, ce ne sont pas seulement ses échos avec Sunset Boulevard, on en parlera peut-être après, mais c'est le côté potentiellement dangereux d'une forme de fragilité que ce film peut avoir, puisqu'on a vu et Sunset Boulevard, mais on a vu aussi Certains l'aiment chaud, qui sera un peu le contraire, c'est le film le plus scénaristiquement solide, hein. Vous savez que Wilder a toujours été scénariste d'abord, qu'il a été soit scénariste, soit co-scénariste de tous ses films, que depuis 1957, il a changé de partenaire, ce n'est plus Charles Brackett, mais c'est Easy Diamond, vraiment sans doute l'un des plus grands dialoguistes de l'histoire du cinéma hollywoodien, et que donc Certains l'aiment chaud c'est inoxydable, Certains l'aiment chaud. Et donc là, on arrive à un moment où il y a quelque chose de beaucoup plus fragile vous allez voir même la thématique même de quelque chose qui peut se corrompre, hein, de la fragilité de la peau, on en reparlera, mais simplement juste pour vous présenter le film dans sa genèse très très concrète, il y a une fragilité de production, puisqu'il se retrouve à tourner cet immense réalisateur hollywoodien, et qui a eu tant de succès, et dont la carrière s'étend sur des décennies, se retrouve à aller chercher l'argent de la production à Munich. Alors, c'est évidemment pas rien. On a parlé du fait que Billy Wilder avait perdu une partie de sa famille, dont sa mère et son beau-père à Auschwitz, que retourner pour lui en Allemagne, ça n'est pas rien. Enfin, c'est quelque chose de très ambivalent. Il a un rapport ambivalent à Hollywood, mais il a aussi un rapport ambivalent à l'Allemagne. Alors pourquoi il va chercher l'argent à Munich ? Eh bien, le responsable du fonds de tax shelter, vous savez, ces crédits d'impôt en fait qu'on peut offrir au cinéma dans certains pays, notamment la Belgique, mais là, en l'occurrence, dans les années 70, l'Allemagne, lui dit, mais en fait, il lit le scénario et puis il dit, mais le film est situé en partie à Paris, en partie en Grèce, un tout petit peu à Hollywood, mais alors pourquoi vous venez tourner, pourquoi vous venez faire un film produit à Munich ? Et Wilder, comme toujours, qui répond toujours par des blagues, par des anecdotes, dit oui, il y a ce type qui avait braqué une banque, qui avait braqué des banques, il s'est fait arrêter, maintenant il a 70 ans, ça fait 48 ans qu'il est en prison, il ressort de prison, il reva braquer une banque, et donc la police l'interroge et lui dit mais pourquoi vous avez encore braqué une banque ? Et il dit c'est parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Donc il a répondu ça à son producteur allemand, qui était un peu interloqué, mais la réponse est en fait une chose très très longue pour dire quelque chose de très simple, c'est qu'il est allé chercher l'argent là où il était, et que c'est donc pas du tout une entreprise allemande.
Bon, voilà, tout ça pour ça, vous me direz. Alors, vous allez reconnaître Marthe Keller. Elle n'était pas tout à fait à ses débuts. Et c'est pas complètement anodin de savoir que Marthe Keller, donc elle est née en 1945, donc elle avait 33 ans au moment de Fedora, mais elle avait déjà été connue dans des films, notamment dans les films français de Broca, et elle était même la compagne de Pacino à l'époque. Mais donc voilà, le film a cette espèce de fragilité de film à la fois hollywoodien, à la fois avec William Holden, qui finalement, on a beaucoup parlé de l'appariement Jack Lemmon, Billy Wilder, parce qu'ils ont fait effectivement notamment certains Lem Show et beaucoup d'autres films ensemble. Mais en fait, William Holden a précédé comme acteur fétiche de Wilder. Et quand on y pense, si vous avez vu Sabrina, vous avez vu Sunset Boulevard, vous n'avez peut-être pas vu, et je vous le conseille, Stalag 17, eh bien voilà, William Holden n'est pas inoxydable, il est tout à fait vieillissant et touchant aussi pour cela, mais je trouve qu'il donne aussi son cachet particulier à ce film. Donc j'ai été trop longue pour le présenter, et j'espère quand même que vous resterez pour un petit échange après, à la fin. Bon film. Bon, vous voyez, vous venez voir un film, on est en juin, et en fait vous êtes convoqué à une veillée funèbre. Ça sent un peu le piège. Quelle bizarrerie, quel film étale d'une certaine façon, en même temps très structuré, on pourrait croire, si on le résume, on voit les flashbacks de manière très très nette, comme dans un film des années 40, justement, A Woman's Picture, elle dit on ne fait plus des films de femmes, c'est-à-dire ces grands mélodrames des années 40 autour d'une femme avec un flashback, comme Mildred Pierce, comme tant d'autres. Donc il est structuré comme ça, avec ces deux flashbacks, disons l'un qui serait le flashback lancé par l'homme, avec un flashback dans le flashback quand ils racontent leur rencontre sur le tournage, et puis le deuxième flashback, le flashback d'Antonia, le flashback qui est censé expliquer très très longuement, puisque le film est quand même beaucoup fait de longues scènes comme ça de dialogue dans toute cette deuxième partie qui le grève d'une certaine façon, qui fait une espèce de poids mort, sans jeu de mots, sur le récit. Donc en fait, c'est un récit un scénario qui donne des gages apparents à ce classicisme hollywoodien que Wilder connaît bien. Et qui en fait le faisande d'une certaine façon, l'étire, l'alourdit, et c'est aussi ce qui fait que le film n'est pas sympathique d'une certaine façon, n'est pas très facile à digérer, et en même temps qui le rend intéressant. Alors, au moment j'avais lu un entretien de Wilder au moment où il était en train de sortir le film Fedora, donc 78, et où il disait en ce moment, c'est incroyable, vous avez vu tous les propos qu'il y a sur le Hollywood des années 70. En ce moment, on fait que des sequels, on fait que des suites, c'est ça qui marche. Et justement, là, le film que je suis en train de faire, je vais peut-être l'appeler Fedora 2. Donc, cette idée qu'il aurait sorti un film, c'était évidemment une blague, mais sorti un film qui s'appellerait Fedora 2, moi je trouve ça en fait assez intéressant quand on y pense. D'une part, bien sûr, parce qu'il y a cette question du double, la mère qui se perpétue, soi-disant, enfin la star qui se perpétue dans sa progéniture de manière monstrueuse, évidemment, mais aussi parce que, bien sûr, le film revient sur Sunset Boulevard, sur Boulevard du Crépuscule, sauf qu'en fait, quand on y réfléchit, et je vais vous remettre en tête Sunset Boulevard si vous n'êtes pas venu le voir à ce propos. Pourquoi est-ce qu'on peut le comparer à Boulevard du Crépuscule ? Bien sûr, parce que c'est
on pourrait dire, et il y a des choses précises à dire là-dessus, cette critique du star system, on pourrait dire, c'est-à-dire une star qui est prise, une sorte de diva qui est prise au piège de la fiction qu'Hollywood, que les grands studios ont créé autour des actrices, en particulier, bon, des acteurs aussi, mais des actrices, et qui n'arrivent pas à sortir de cette ornière, alors que l'histoire et les techniques du cinéma ont avancé. Donc dans Sunset Boulevard, c'est l'arrivée du son qui ringardise, exactement comme dans Chantons sous la pluie 2 ans plus tard, hein, qui ringardise les acteurs du muet, et qui donc fait que cette star s'est mise au tombeau dans sa villa, et que l'arrivée de ce jeune scénariste joué par William Holden, bien sûr le même acteur mais 30 ans plus tôt, lui donne l'espoir de refaire à nouveau, elle va le payer, et puis il fait un scénario qu'elle espère tourner. Et le film est aussi structuré, disons, pensé avec des apparitions de stars hollywoodiennes réelles. Donc vous vous souvenez que dans Sunset Boulevard, c'était Gloria Swanson, grande star du muet, mais qu'il y avait aussi Buster Keaton dans un rôle très secondaire, mais aussi Stroheim, acteur et réalisateur, qui a fait tourner Gloria Swanson dans le rôle d'un réalisateur à la retraite qui s'occupe d'elle. Bon, voilà. Il y avait énormément comme ça. Il y avait Cécile B2000 dans son propre rôle. Bon, donc il avait réussi à rassembler tout ça. D'une certaine façon, il rejoue cela dans ce film-là, puisqu'il y a non seulement cette histoire avec Michael York, mais il y a évidemment l'apparition qui, moi, est peut-être celle qui est elle est petite, mais c'est évidemment celle de Henry Fonda, quand il arrive et qui dit voilà, je vous remets cet Oscar, et qui semble venir de cette période du classicisme, et qui en même temps, il y a comme un écran entre eux, puisque elle est en réalité d'une autre génération. Et en même temps, nous, spectateurs, on est point par le fait qu'on sait que c'est le vrai Henry Fonda qui lui, a vraiment l'âge qu'il a. Et on le voit en couleur, et on le voit vieux. Et on a envie de le voir vieux. C'est ça, c'est que le film crée, en fait, il me semble, un désir de voir vieillir les vraies stars classiques hollywoodiennes, de les voir vieilles. Donc c'est ça le paradoxe qu'il crée. Donc il y a ce jeu-là. Il y a aussi d'ailleurs José Ferrer, que là on reconnaît sans doute moins parce que c'est moins un acteur connu, mais si vous avez vu ce film, et si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande Le mystérieux docteur Corvo d'Otto Preminger, qui est l'un des films vraiment les plus intéressants d'Otto Preminger. Un jour on fera un cycle sur la psychanalyse à la moulinette hollywoodienne, un film de la fin des années 40 avec Gene Tierney, le mystérieux docteur Corvo, et le docteur Corvo est joué par, c'est Whirlpool en anglais, et le docteur Corvo est joué par José Ferrer. Et c'est une espèce de psychanalyste, mais hyper manipulateur et hypnotiseur. Et donc là, finalement, d'une certaine façon, le nouveau the new psychoanalysis, c'est la chirurgie esthétique. D'une certaine façon, le chirurgien esthétique et le psychanalyste est là pour remonter le moral des stars, quand ça marche, quand il n'y a pas d'accident de bistouri. Donc quand même, effectivement, le film est au miroir de Boulevard du Crépuscule, parce que il continue à faire la critique du système. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on peut croire, parce qu'il y a ces longueurs, il y a toute cette explication finale, on peut croire que c'est la chronique, disons, individuelle, une espèce de drame ou de mélodrame individuel de cette famille, alors cet enfant conçu hors du mariage à un moment où ça n'est pas accepté, ensuite cette mère quand même d'un narcissisme malade qui va essayer de prolonger sa jeunesse à travers elle, ce père faible qui est là, qui pleurniche, on ne sait pas trop pourquoi il n'a pas agi, enfin bon voilà, on voit le côté psychologisant de la chose. Mais quand on y réfléchit, il me semble tout de même que Billy Wilder, même s'il admet lui-même avoir raté son coup, d'une certaine façon, on va revenir sur ses propos, parvient à montrer malgré tout
que ces personnages sont pris dans un système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail sur le personnage de la comtesse comme une méchante, comme une perverse narcissique ou quelqu'un de diabolique. C'est en tout cas pas ça qui l'intéresse. Il y a une sorte de bienveillance un peu neutre morale, autour des agissements de ces personnages. Il pourrait être aussi manipulateur que dans un Hitchcock, l'entourage, mettons dans La mort aux trousses, voilà, l'entourage du méchant. On sent qu'il y a des possibilités, mais qu'il ne les pousse pas et que c'est pas tout à fait par faiblesse. À mon avis, c'est plus parce que ce qui l'intéresse, c'est le star system qui finalement engendre ces bizarreries, avec les accidents. C'est-à-dire le star system en deux, principalement là, dans l'idée qu'une star, justement, Hollywood s'est mis à croire à ses propres mythes. C'est-à-dire qu'Hollywood a beaucoup travaillé à partir des mythes existants, fait des films, et puis ensuite elle a fabriqué ses stars, elle a fabriqué ses mythes, et ensuite ces stars commencent à y croire et n'arrivent plus à se sortir de cette auto-mythologie, et voilà, ils se retrouvent... et donc, quand même, il montre, jusqu'au bout, me semble-t-il, il fait la critique du système à travers ça. Donc, voilà, c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que cette psychologie, c'est un peu un écran, d'une certaine façon, mais vous ne serez peut-être pas d'accord. Déjà, je voudrais poser ça là, et puis je vous dirai après en quoi, lui, il pense avoir raté de manière assez concrète. Est-ce que déjà là-dessus vous voulez intervenir ou sur autre chose? Alors, j'ai le micro. Est-ce que oui, on a déjà une... Ah oui, les gants blancs. Pour ne pas qu'on voit vos mains ridées ou au contraire vos mains de jouvencelle. Tes mains de jeune femme. Oui, il y a un personnage qui m'a surtout marqué dans le film. Alors, j'ai plus son nom, c'est Madame Belle quelque chose, là. Ouais, la gouvernante. Ouais. On a enfin, moi, c'est celle qui m'a le plus captée parce que, en plus, c'est une femme qu'on a vue rejouer donc après dans beaucoup de films. Alors, j'ai pu vraiment, mais je sais qu'on l'a vue dans des films, dans des séries, et âgée. Et là, en fait, elle est vieillie. Là, j'ai revu jeune parce que je la connaissais pas jeune. Et il l'a vieillie à un moment et elle a vraiment la tête qu'elle a eu en vrai plus âgée. Donc moi, c'est ce qui m'a capté le plus. Et je trouve justement que c'est le personnage le plus pervers finalement parce que c'est un peu elle qui a le rôle de gouvernante. On a l'impression que c'est elle qui tient un petit peu oui, mais les autres. Et les autres finalement sont moins existants. Oui. Et je les ai trouvés un petit peu, effectivement, Enfin, moi, j'ai moyennement aimé par rapport à Sunset Boulevard. Moi, il y avait un petit côté plus foufou dans Sunset Boulevard. Là, c'était un peu classique, moi, je trouvais. Puis j'avais tout compris dès le départ, donc la voir se cacher sans machin. Bah oui, j'avais tout compris, même si on m'a pas dit. Mais non, ce que je veux dire surtout, c'est que le personnage qui m'a le plus marqué, c'est cette fameuse... personnage qui a l'impression que c'est elle qui tient un petit peu les rênes du truc. Oui, et je me demande si... Alors, il y a plusieurs choses sur cette gouvernante. On peut dire qu'elle vient de Rebecca, par exemple, d'Hitchcock, cette espèce de sadisme légèrement saphique, comme ça. Bon, mais on peut aussi dire, si on veut bien... aller avec moi dans l'idée que Wilder, ça l'intéresse autant le système, de critiquer véritablement le système hollywoodien en tant que européen malgré tout, en tout cas exilé d'Europe, et que c'est pas tant la psychologie ou le côté faire des personnages comme Hitchcock, enfin voilà, sadiques, et s'intéresser vraiment en profondeur à leur sadisme. Il me semble que là, d'une certaine façon, on pourrait dire que ce personnage, c'est un personnage de fan, F-A-N, comme une fan. Donc, plutôt que de cette lecture, voilà, un peu de sadisme saphique, je trouve plus intéressant de voir que voilà, c'est ceux qui aiment qui font le mal. Enfin, voilà, parce qu'ils participent encore plus au système. Ils participent encore plus au star system. C'est moi qui dis ça, j'ai pas lu qu'il ait dit ça, mais je trouve intéressant de plutôt penser ça, c'est-à-dire que il y a des gens qui font le mal. Enfin, on pourrait dire que les parents ou la mère, ou, ceux qui décident de contraindre cette jeune femme, etc. Mais en réalité, on voit bien que ils sont aussi agis.
Et donc, je trouve intéressant de voir cette gouvernante qui, effectivement, est la plus cruelle, puisque finalement, elle dit la vérité à la jeune fille plusieurs fois, mais on voit bien qu'elle l'a dit au mauvais moment, d'une certaine façon. Donc, elle accompagne à la fois le mensonge des parents et du docteur, et en même temps, elle le mine. Donc, effectivement, c'est très pervers comme système. Mais voilà, je me suis dit, et pourquoi et si c'était justement par amour pour la star, par respect de cette idée qu'une star ne devrait pas vieillir, ce qui est quand même, quand on voit Henry Fonda, on se dit peut-être pas, ou alors on pense à la différence entre les hommes et les femmes et leur traitement à Hollywood, bien sûr. Et ça, Wilder, il est quand même très conscient de tout ça. Et je pense aussi que c'est pour ça que dans ce film, il y a des choses, et ça c'est très particulier à Billy Wilder, mais là c'est encore plus visible, il y a des choses très triviales qu'on est surpris de voir, et justement qui font qu'on n'est pas dans le classicisme, on est dans un après. Mais il avait déjà un peu ça, il l'avait dans Irma la douce, il l'avait dans... Bon, on n'est plus au moment de la censure, donc par exemple l'allusion à l'homosexualité ou à une forme espèce d'homophobie rampante autour du docteur quand il dit « ne laissez pas la boucle d'oreille vous tromper », quand l'autre lui dit « mais je vous adore ». Voilà, des choses, ou bien même les drogues, on précise que c'est des amphétamines, enfin voilà, on sent qu'on n'est plus dans quelque chose de classique. Il y a des détails trop précis, trop marqués dans leur époque. Et ça corrompt le film. Disons que ça corrompt justement un scénario classique, qui serait un scénario mélodramatique d'une certaine façon. De dire, regardez, cette mère a sacrifié sa fille, ou cette grande actrice a sacrifié sa fille parce que... voilà, le fantasme de devenir éternel, elle l'a complètement intégré. Non, il y a toutes sortes d'impuretés, y compris dans l'usage de la couleur, dans le fait qu'au début c'est surexposé. On se dit mais c'est bizarre, enfin, on n'est plus du tout dans la période classique, y compris même les commentaires faits par ce producteur indépendant, c'est-à-dire en fait un peu pauvre, qui ne fait plus partie justement des grands studios, et qui dit les barbus ont pris le pouvoir. Évidemment, quand il dit ça, il veut dire le nouvel Hollywood, en fait. Il parle de la génération suivante. Alors c'est en partie Wilder qui dit ça, mais en fait Wilder, il a justement cette distance qui fait que je pense qu'il n'est pas tout à fait ce personnage-là qui s'agrippe comme ça à une certaine idée du classicisme hollywoodien. Il est là et il regarde aussi ce qui a évolué. Et d'ailleurs, il a parlé tout à fait en bien, puisqu'il est mort qu'en 2002, donc il a eu le temps il a eu 20 ans de retraite. Il a parlé en bien des jeunes gens qui étaient Coppola et Scorsese, par exemple, barbus, qui faisaient partie des barbus. Enfin des chevelus, des hippies un peu, selon lui, en tout cas du nouvel Hollywood. Donc le personnage n'est pas directement une projection de Wilder, mais c'est vrai qu'il y a des mots savoureux sur ce qui est en train de changer à Hollywood. Par exemple, regardez, ils font tous du cinéma vérité là. Ils prennent une caméra légère et puis ils font des zooms, et voilà, c'est ça le cinéma pour eux. C'est assez drôle. Ils pensent ça et ils pensent pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est pas Wilder, c'est pas quelqu'un de rétrograde non plus. Mais il traverse toutes ces époques, et le film est évidemment aussi là-dessus, c'est-à-dire la ruine. Mais ça, c'était Sunset Boulevard, de mettre en scène, d'une mise en scène d'une ruine qui continue de vivre, en fait. C'est qu'en fait, c'est très long de mourir. C'est pas le système des studios, il n'est pas mort justement du jour au lendemain. Cette agonie, elle, qui commence... Le système vraiment économique, et donc aussi quand même l'esthétique des grands studios, elle se défait à partir des années 60, puis elle continue de se défaire. Et en fait, c'est ça quand même ce qui est beau dans ce côté très étiré du film, très pas aimable, c'est qu'il montre un processus de décomposition. Et finalement, il y a assez peu de films. Peut-être un film de Vincente Minnelli qui s'appelle Nina, A Matter of Time, avec Ingrid Bergman vieille, que je vous recommande. Il y a une rétrospective à la Cinémathèque, peut-être qu'il le passe. Mais en tout cas, voilà, cette espèce de temps
de la mort au travail, disons, de la mort au travail, mais de la mort qui n'est pas encore complètement arrivée. Alors vous me direz, mais le film commence par une mort. Oui, il commence par une mort, mais avec les flashbacks, voilà, ça a un effet retard. Et quand on revient au moment de la visite de la morte, on s'aperçoit que, voilà, on se dit, ah oui, tout ce temps-là, en fait, elle est restée, le cercueil était ouvert et on a tourné autour, et voilà. Tout le film tourne autour de ça. Et c'est quand même rare de montrer la mort au travail. En général, la mort, c'est un coup près, c'est une fin. Et là, tout le film n'est que ça. D'ailleurs, elle le dit à la fin, il faut soigner sa sortie parce que c'est ça dont les gens se souviennent. Mais tout le film n'est que ça, d'une certaine façon. Et lui-même, voilà, comment Hollywood, d'une certaine façon, comment l'Hollywood classique va signer sa sortie, va marquer sa sortie. Et finalement, le personnage de William Holden simplement signe de son surnom de deuxième assistant. Voilà. Et il y a toujours ce côté-là chez Wilder, d'être aussi du côté modeste, du côté de la personne qui était sur le plateau et qui jetait des nénuphars en bâillant sur l'actrice nue. Là aussi, petite marque triviale, mais qui... Et juste une chose sur Holden, parce que finalement je regrette de ne pas avoir passé Sabrina, cette comédie romantique avec Audrey Hepburn, William Holden, Humphrey Bogart, parce que nous avons choisi de passer Ariane, ou bien peut-être Sabrina n'était pas, je ne me souviens plus. Voilà, pour ne pas avoir les deux avec Audrey Hepburn et deux comédies romantiques. Et en fait, j'ai regretté parce que je me suis dit que le personnage de William Holden, qui est le playboy, disons, de Sabrina, hein, elle choisit entre deux frères, elle est d'abord bien sûr très amoureuse de William Holden parce qu'il est beau, il est sportif, il est riche, etc. Et en fait, lui aussi, il tombe amoureux de la fille de son chauffeur, qui est Audrey Hepburn, et en fait, il comprend pas ce qui est en train de se passer, et ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle est en fait... volé par son frère Humphrey Bogart qui a 20 ans de plus. Donc tout le film, en fait, il voit son amour lui passer complètement au-dessus. Et finalement, dans Sunset Boulevard, c'est encore plus marqué. C'est-à-dire que oui, c'est lui le narrateur, comme ici, sauf que dans Sunset Boulevard, c'est lui qui est mort. Et il n'a rien vu venir, d'une certaine façon. C'est-à-dire que... et c'est là où je pense que Sunset Boulevard n'est pas le film juste miroir. Il est quand même inversé. Parce que c'est pas rien que dans Sunset Boulevard, malgré tout, on se moque de la star déchue. Hein. Jusqu'au bout, c'est elle la folle. C'est elle qui croit qu'on va revenir faire un film avec elle, qu'on va faire son dernier gros plan, etc. Alors que ici, c'est beaucoup plus incertain, et c'est le personnage un peu investigateur qui, encore joué par Holden, qui, là encore, se trompe de signe, hein, un peu comme, si vous avez vu, et je pense que vous avez vu L'homme qui tua Liberty Valance, de John Ford. Voilà, le personnage joué par James Stewart, il a mal situé la violence, il a cru qu'il avait tué Liberty Valance. Voilà, c'était plus compliqué. Et ce sont des gens qui à la fois font l'histoire et à la fois se vivent d'une sorte d'aveuglement. Ils ont des positions qui pourraient... Alors, dans le cas de James Stewart, dans Liberty Valance, il est avocat, il arrive avec toute la loi de l'Est, il va mettre un peu d'ordre dans le Far West, croit-il, et c'est plus compliqué. Et d'une certaine façon, William Holden, il arrive avec son scénario et il croit que voilà, Hollywood débarque sur une île grecque. Et en fait, le scénario, ça va pas du tout être le scénario qu'il a imaginé. Sauf qu'il a cette élégance un peu du underdog, de dire, mais en fait, ce que vous m'avez raconté là, c'est beaucoup plus intéressant que le scénario que j'avais pour vous. Oui, sauf que quand elle se jette sous un train au début, elle la joue, la scène. Elle la joue dans la réalité. Donc, vous voyez, comme c'est intriqué. Justement, revenir sur cette scène où on la voit se jeter sur le train, je trouve ça intéressant parce qu'il aurait pu la filmer de manière beaucoup plus réaliste. Oui. En fait, il a choisi de faire comment on appelle ça, devant une projection, en fait. Donc, en gros, un vieux trucage hollywoodien où l'acteur, en fait, est devant un écran qui projette l'image du train. Et je trouve ça
intéressant parce que je sais pas si au niveau des spectateurs si tout le monde le perçoit. Moi je perçois pas trop. En fait, du coup je m'interrogeais de savoir en fait à quel point il voulait que ça se voit ou pas. Alors parce que c'est un artifice. Oui, deux choses sur cet artifice-là. Le premier, c'est que moi j'ai l'impression que la scène elle est inspirée. Alors il y a les Anna Karénine avec Garbo, il y en a eu effectivement 2 et ils sont même mentionnés dans le film lui-même puisque l'une des références de la star, c'est évidemment Garbo. Mais non, c'est qu'on a l'impression que c'est une adaptation du Cri de Munch. Enfin, elle est quand même... c'est pas du tout réaliste, effectivement. C'est complètement stylisé. Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, je pense que le train est filmé quasiment comme l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, c'est-à-dire le cinéma, non seulement là, le classicisme hollywoodien, mais encore avant, quoi. C'est-à-dire que quelque chose se joue, tout le film est une archéologie de tout le cinéma. Donc pourquoi ne pas commencer carrément avec les premiers films Lumière, tant qu'à faire. Et ensuite, quand on essaye de dire « Ah mais oui, ce film, en fait, c'est comme tel film d'Hitchcock, puisque Vertigo, il y a 2 femmes, par exemple. » voilà. Et qu'on essaye de tirer un fil, en fait, à chaque fois qu'on le revoit, il y a d'autres films qui grouillent comme des asticots, comme ça, qui reviennent à la surface. Et par exemple, Pandora, d'Albert Lewin, est aussi un film très, très proche de celui-ci, ou même Les yeux sans visage de Georges Franju, quand il lui découpe le... Et en fait, plein d'autres. C'est un film miné, en fait. Donc je ne pense pas qu'il se calque sur un film en particulier, et en même temps, si on essaye de dire mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, non, c'est une sorte de tissu très, très serré. Et donc, je pense que la vocation, elle est archéologique. Mais sauf que c'est une archéologie, on pourrait dire, qui, au lieu de faire des datations et du temps d'analyse, essaye de mettre en scène à ciel ouvert. C'est-à-dire dans un seul et même film, et en plus un film qui est quand même principalement situé sur une petite île avec beaucoup d'extérieur, et qui... me donne l'impression que c'est une espèce d'opération, que effectivement tout le film est cette mise au jour, cette exposition d'un cadavre, en plus d'un cadavre dont on nous raconte qu'il était déchiqueté et qu'on l'a préparé exactement comme on prépare une actrice pendant 2 heures, 3 heures, quand elle doit se préparer avant de jouer. Donc c'est ça aussi la critique d'Hollywood, elle est jusque là. C'est-à-dire quand on y pense, ce qu'il dit, c'est un peu comme Alain Cavalier aujourd'hui quand il dit qu'il veut plus travailler avec des acteurs, c'est qu'un acteur, d'une certaine façon, c'est un cadavre qu'on maquille pendant 3 heures. Et juste à ce propos-là, avant d'oublier, je voulais vous dire que l'insatisfaction, je voulais parler de l'insatisfaction de Wilder lui-même avec son film, qui a été un échec, ça ne vous surprendra pas. Mais c'est peut-être un peu pour ça aussi, d'une certaine façon, on n'aime pas trop ces échecs. Mais il dit, il y avait un problème avec Marthe Keller. Il la trouvait pas très bonne, c'est vrai, pas très bonne. Mais c'était pas ça le problème, c'est qu'elle devait jouer aussi la comtesse, c'est-à-dire la vraie Fedora, c'est-à-dire la mère. C'est pas du tout pareil. Et en fait, quand on a commencé à lui poser le masque pour la vieillir, elle a hurlé parce que ça a réactivé des nerfs qui étaient malades suite à un accident, je ne sais plus, de ski ou de voiture qu'elle avait eu. Et donc ça n'a pas été possible, en tout cas, dit-il, de lui faire jouer les 2 rôles. C'est quand même pas la même chose. Alors, il me semble qu'à un moment, la comtesse est doublée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une similarité de voix très très grande entre les 2 actrices, à tel point que je me suis demandé si, au moins à un moment, voire tout le temps, Marthe Keller n'avait pas doublé la comtesse. Mais... Ah oui, enfin... Ouais, il me semble. Mais j'ai essayé, c'était quand même très bien fait le lip sync. Donc voilà. Bon, pardon, c'était un esprit d'escalier. Non, j'avais juste une remarque. Moi, le film, je l'ai vu de nombreuses fois. Et là, en le revoyant, il y a quelque chose qui m'a véritablement frappé. C'est que, alors je m'attendais évidemment à la férocité impitoyable de Wilder
sur Hollywood, hein, sur comment ça fonctionne. Mais effectivement, quand on parle du nouvel Hollywood, ou quand c'est les personnages, hein, c'est pas Wilder, mais c'est les personnages qui parlent du nouvel Hollywood, il y a une férocité complète aussi, terrible. C'est pas mieux, quoi. On a l'impression que on anticipe sur un autre désastre. Et ce désastre-là, et là c'est ce qui m'a vraiment frappé, effectivement, quand on parlait de la référence aux origines du cinéma avec le train, c'est vraiment le cinéma qui tue, quoi. Donc même le dernier plan, on pense évidemment il y a Anna Karénine, mais Wilder, il est d'une férocité mais totale, quoi. C'est vraiment dingue. C'est l'appareil, le train qui met à mort, quoi, qui met à mort tout, quoi. Oui, ou le fait que ce soit toute cette cérémonie funèbre qui fasse un cercle comme ça. Cette mise en scène, en fait, et les personnages aussi qui font un cercle autour, et les couronnes mortuaires qui aussi font un cercle autour. Tout ça fait que, effectivement, Hollywood est complètement. C'est hyper morbide de bout en bout, en fait. De bout en bout. Tout à fait. Alors pourtant, moi, j'adore le film. J'aime pas trop ce qui est morbide, mais alors là, c'est un peu bizarre parce que c'est vraiment un film morbide, effectivement. Mais peut-être j'aurais dû vous prévenir. C'est pas la conclusion de cycle la plus joyeuse. Non, en même temps, il y a un singe mort, je veux dire, dans Sunset Boulevard, et vous étiez content. Donc, ne faites pas les hypocrites. Effectivement, c'est aussi du fait qu'on n'est plus stylistiquement dans un classicisme. En fait, c'est ça qui nous frustre, je trouve, en tant que spectateur. C'est-à-dire qu'on veut bien que tout ça soit un enterrement de première classe, d'Hollywood classique, mais il faut que ce soit going in style, hein, comme il dit. Sauf qu'en fait, nous, ce qu'on voit, c'est une image granuleuse, en couleur, dans des décors pas si splendides que ça, même. Il y a quand même l'île grecque qui est pas mal, mais qui se termine quand même dans ce décor qu'on a vu d'ailleurs dans Gigi, si vous êtes venu dans le 2e cycle des comédies musicales, qui est encore aujourd'hui le musée Jacques Marandré, l'hôtel particulier qui est boulevard Haussmann à Paris. Et ça se termine sur cette cour d'hôtel particulier pas non plus extraordinaire et qui se vide. On est presque chez Ozu, quoi. C'est-à-dire que le décor est vide et on est laissé avec ça. Donc ça renvoie pas seulement, disons, à Hollywood qui serait une espèce de machine un peu qui tourne à vide, mais aussi, en tout cas, au personnage même, au travail sur le personnage de Fedora, qui est insignifiant. Enfin, c'est pas un hasard si là, l'affiche récente, c'est la capeline, les lunettes et le foulard. Les icônes, enfin, il y a un côté pictogramme quasiment. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de simplification telle de ce star system que Garbo, Marlène Dietrich, qu'on peut les imiter à volonté, qu'elles sont reproductibles. Enfin, d'ailleurs, la preuve, certaines spectatrices. Et en même temps, donc, ce sont des signifiants vides, d'une certaine façon. C'est-à-dire que tout ce drame humain s'est joué, mais de l'extérieur, Fedora, c'est un chapeau, des lunettes, c'est une silhouette, en fait. Et c'est ce vide-là qu'il arrive, me semble-t-il, Wilder, à nous faire ressentir. Mais quitte à perdre le spectateur. Mais dans tous ses films, il peut perdre le spectateur par ce qu'on a pu appeler son cynisme. Moi, je ne pense pas que ce soit cynique, pas du tout. Et d'ailleurs, il disait, du fait de faire ce film en Allemagne, il savait bien, comme je vous ai dit, que c'était un peu tangent par rapport à Hollywood. Hein, il parle d'Hollywood, il est avec en partie des acteurs hollywoodiens, William Holden, et en même temps, il ne le fait pas de là-bas. Et il disait, mais de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Bon, il est septuagénaire, je n'ai plus rien à perdre. Si c'est un succès, je fais bisquer Hollywood, et si c'est un échec, je prends ma revanche contre Auschwitz. Il a dit ça, carrément, contre Auschwitz. Donc, voilà, c'est aussi les enjeux d'un cinéaste qui a cette histoire-là personnelle,
ils sont complètement, d'une certaine façon, disproportionnés. Ils ne sont pas les enjeux d'un cinéaste hollywoodien, commercial, qui joue sa carrière. C'est beaucoup plus complexe, en réalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris 2 acteurs qui ont travaillé, 2 acteurs allemands, qui ont beaucoup travaillé avec Fassbinder. Comment il s'appelle, Mario Adorf, et puis celui qui fait le chauffeur. Oui. Ça a été un acteur après, beaucoup. J'ai oublié son nom, mais il est très, il est très mémorable, lui. Comment il s'appelle, hein? Oui. Et là aussi, il y a un petit... comment dire, il est dans le futur. Aussi travaillait dans ces années-là, bien sûr. Ouais. Et alors, la question que je voulais poser aussi, ça rebondit un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que c'est, comment dire, le cinéma en tant qu'art pose autant de problèmes? Et je me demande si c'est pas parce que c'est lié, parce que quand même, bon... parce que c'est un embaumement. C'est une industrie. Oui. Et que vous découvrez que le cinéma... Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien montré là, justement. Oui, tout à fait. Vrai, quelle que soit l'époque, on tombe toujours sur la même chose. Le problème n'est pas tant, je crois, que ce soit une industrie. Et d'ailleurs, Wilder, il joue au jeu hollywoodien. Il y a joué, il y est allé, pas seulement pour échapper au nazisme, quoique, il faut quand même... Donc, ce que je veux dire, c'est que c'était un jeu désirable. Quand on fuit le nazisme, il vaut mieux être dans le capitalisme hollywoodien que dans le nazisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même pas rien. Bon, je schématise, mais il vaut mieux jouer à ce jeu assez cruel, puisqu'on peut tout perdre, puisqu'on peut se vendre, en fait. C'est ça, le risque, c'est de vendre son esprit d'artiste. Ouais. Mais ça, c'est rien par rapport à perdre la vie. Donc pour lui, je pense qu'il y a toujours ça. Et d'autre part, quand même, vous avez raison de montrer, malgré tout, ça a l'air de contredire ce que je viens de dire, mais que c'est une industrie. Mais j'allais dire que c'est une industrie bouchère, que c'est une industrie de la viande, quoi. Et que donc, cette question de la peau, c'est pour ça que je disais que le film, il est fragile aussi lui-même dans son espèce de pellicule, enfin lumineuse, il a quelque chose d'instable, disons. De même que la peau, les rides, est-ce qu'on lui a rajouté des rides, on lui a enlevé, on lui met des gants pour pas qu'on voit qu'en fait, elle est pas vieille, mais elle dit que c'est pour pas qu'on voit qu'elle est vieille. Enfin, tout cette espèce d'oscillation entre est-ce qu'on a le droit de vieillir, est-ce que le temps pourrait passer, s'il vous plaît, et au contraire, est-ce que l'industrie n'est basée que sur le non-vieillissement, y compris à rendre les gens, à défigurer les gens, à les droguer, à leur faire... retrouver une nouvelle vierge comme dans les contes tous les 7 ans pour qu'elle ait l'air jeune, etc. Donc vous avez raison, c'est une industrie violente. Il y a une violence de cette industrie et il le montre, lui, dans la chair. Et là où on est heurté, c'est que notre amour du cinéma muet, notre amour du cinéma classique, il est dans le visage. Il se situe à ce niveau-là qui est le niveau du visage. C'est après que la censure se relâche, qu'il y a beaucoup plus des choses sont montrées dans les scènes sexuelles, enfin voilà. Mais en réalité, je pense qu'originellement, comme cinéphile, ça se cristallise sur le visage. Donc on est embêté parce que au fond, nous aussi, on va au cinéma de manière un peu nécrophile, enfin pour la qualité de fige, de la capacité qu'a le cinéma d'embaumer, voyez. Donc on ne peut pas simplement se payer de mots et dire « Ah oui, hein, c'est scandaleux, les actrices, on leur donne plus de rôle après 50 ans, oh là là, c'est magnifique de vieillir. » Bon, non, il faut être... on est tiraillé. on est tiraillé en tant que cinéphile qui a vu des visages fixés éternellement, alors que les films, on s'entend. Donc, il y a ça quand même. Oui, d'ailleurs, le boucher, on en parle beaucoup dans le film. Oui, d'ailleurs, la gouvernante dit au chirurgien espèce de boucher. Mais c'est Hollywood qui a un boucher. Et oui, tout à fait. Et Oui, quand elle parle de grande guerre, justement, la grande guerre, c'est la boucherie, quoi. C'est la voilà. boucherie totale. Donc,
Tout à fait, et c'est pour ça que, voilà, chez Wilder, il faut toujours se souvenir, et d'ailleurs il a filmé Death Mills, il a fait un film de montage documentaire sur les camps, il y a toujours la grande boucherie derrière la petite, j'allais dire. C'est-à-dire que Hollywood est quand même relativisé dans sa violence par sa très forte conscience de l'horreur à plus grande échelle. Oui, alors moi je trouve qu'un autre angle d'attaque possible, je suis tout à fait sensible à cette image du masque, bien sûr du maquillage, avec ce côté jusqu'au butiste, comme vous l'avez souligné, mais aussi, moi ce qui m'a frappé, c'est l'aspect vampirisme en fait. Mmh. Et au début, en fait, quand la première scène où elle se jette sous le train, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle avait comme la cape noire, vous savez, du vampire assez typique. Et à la fin aussi, j'étais frappée par le fait que celle qui joue le rôle du ghoul, d'une certaine manière, qui suce le sang, qui suce la moelle de sa fille, qui représente cet idéal de jeunesse qui est devenu inaccessible pour elle, eh bien, elle meurt malgré tout. Elle ne peut plus se nourrir de ce sang frais, et donc elle meurt. Et d'une certaine façon, comme vous avez repris la métaphore métadramatique du film, je me demande si aussi il n'y a pas un côté, nous en tant que spectateurs, on se nourrit finalement des images qu'on nous offre. On a un côté aussi finalement, on les happe comme ça, ces images, on s'en nourrit, on a un côté un peu vampire par rapport justement à ces personnages, on projette des choses sur eux, enfin voilà, on s'en nourrit nous aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors 2 choses là-dessus. Sur cette voracité vampirique, ce qui est intéressant, c'est que dans le flashback, donc quand Fedora est jeune, est montrée jeune, et jouée là pour le coup par Marthe Keller, vous vous souvenez que le manque d'appétit sexuel de l'assistant qui lui a mis les nénuphars l'indigne profondément. C'est-à-dire qu'on a même l'impression que les gens veulent être vampirisés. Enfin, ça va jusque-là. C'est-à-dire que toute forme de désir passe par une vampirisation, ou sinon ça ne va pas, quelque chose ne circule pas entre les êtres. Donc ça va, effectivement, ça irait assez loin là-dedans. Mais là, je psychologise un peu, alors que vous faisiez référence aussi à finalement tout un cinéma, tout un genre du cinéma, et c'est plus qu'un genre dans le cinéma, c'est très important, depuis Nosferatu, on pourrait dire. Mais alors là-dessus, il y a un détail qui me semble tout à fait aller dans ce sens, mais qui est infime, je ne sais pas tout à fait qu'en faire, mais je trouve que c'est un motif. Par 2 fois, on voit cette main avec du sang. La première, c'est le gant blanc à travers lequel le sang a passé quand Antonia, dite Fedora, a ramé toute seule et est arrivée, et qu'il la voit dans sa chambre d'hôtel et qu'il voit qu'elle a les mains en sang, et elle fait comme ça. Et la deuxième, c'est la gouvernante, quand elle a essayé de se venger du chirurgien, et elle a exactement la même blessure. Donc je sais pas, je trouve que ça va dans votre sens, simplement de créer, parce que le film de vampire, c'est aussi ça, c'est-à-dire du côté un peu de l'imagerie, d'une certaine façon. Ça crée des images comme ça, comme vous dites, la cape, voilà, il me semble que ces mains aussi avec un rond sanglant au milieu, ça fait partie de cette... Oui, mais ce côté stigmate, en tout cas, il est très dégradé. Et je pense que chez Wilder, c'est délibéré, là aussi, de faisander les choses. C'est pas du tout quelqu'un qui utilise, par exemple, ça comme un symbolisme qui serait... Mais au contraire, comme quelque chose qui est déjà passé par le monde des images, en fait, y compris hollywoodien, et qu'on a déjà vu. Et donc la vampirisation dont vous parlez, oui, c'est peut-être notre attitude de spectateur, et c'est un peu ce que je disais par rapport au visage, c'est-à-dire que en fait, nous aussi, on veut des visages frais, en tant que spectateur. Mais c'est aussi le film lui-même qui est le vampire, d'une certaine façon, qui
qui est entièrement nourri de tout ce sang du cinéma dont il dit qu'il est mort, qu'il est mourant, qu'il est en train de mourir. Mais en réalité, on voit du Hitchcock partout, on voit des influences qui ne sont même plus des influences, qui sont les vaisseaux, par capillarité, comme ça, le film. Et on pourrait même dire que par capillarité, après ce film-là de Wilder, il y a, je ne sais pas, Body Double de Palma, vous voyez. Donc ça fait penser au cinéma comme n'étant qu'un processus lui-même vampirique. Ça tombe bien que tu l'évoques, parce qu'on pourra en parler l'année prochaine. Mais juste voulais compléter par rapport à ça, sur le vampirisme et sur la question de la vie comme ça. Moi, il y a un truc qui m'a frappé par rapport à la question de la jeunesse et la question aussi du cinéma de Wilder par rapport au Nouvel Hollywood finalement, ou en tout cas ce moment où le cinéma américain est quand même allé voir un petit peu de plus près la réalité, la jeunesse, l'Amérique. Bon, enfin, tout ça est assez connu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment qui m'a frappé dans le film, c'est que le moment finalement où Antonia part vivre sa vie, en tout cas, où on a l'impression qu'il se passe quelque chose en dehors de ce vampirisme de sa mère, en fait. On raconte qu'elle s'échappe, qu'elle lui parle plus, etc. Mais on voit rien de tout ça. On voit rien. Et on voit le moment où elle revient. Et moi, ça m'a frappé. En jean mais oui, mais moi, ça m'a frappé cette image. On la voit entrer dans la pièce et j'ai vraiment eu cette impression de voir une porte entrouverte sur un certain cinéma d'époque qui montrait cette jeunesse. Et évidemment, ça dure quelques minutes et après, elle est tout de suite happée dans le système vampirique, justement, ou morbide. Oui. Mais j'ai trouvé ça intéressant, en fait. Mais si tu te souviens, il y avait exactement ça, pour le coup, dans Sunset Boulevard. Il était dans cette maison avec Norma Desmond. Il était complètement pris, puisqu'il arrivait, on disait c'est bon, il y a une chambre pour vous, pas de problème, vous restez, etc. Et en fait, à un moment, il arrivait à aller à une soirée avec ses amis plus jeunes, une soirée de Noël, avec beaucoup de gens qui fument, qui font de la musique, et on avait l'impression de quelque chose de complètement hétérogène au film. Et on se disait, tout à coup, on est dans un petit film de série B, enfin réaliste, et ça nous sortait, et en même temps, on se disait, ah oui, il y a tout ça, en fait. Il y a toute cette vie qui est possible pour lui, mais il est complètement pris dans un autre monde. Et c'est vrai que Wilder sait créer ça. C'est-à-dire que le normal, enfin, comment dire, Norma, le côté musée Grévin de tout l'entourage de Fedora devient la norme pour nous, spectateurs. Et quand on la voit débarquer, moi, quand je la vois débarquer en jean et avec je me dis, ah oui, c'est une perruque. Les cheveux courts, ce que je me dis, c'est une perruque. Par exemple, ses cheveux courts blonds. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que je me dis. C'est-à-dire que c'est ça qui devient l'artifice, en fait. Alors que c'est, on pourrait dire, la réalité générationnelle de 78. Mais il arrive quand même à inverser le... Il y a quelque chose aussi qui m'avait marqué, parce qu'on parle de l'angoisse du film. Moi, il y a 2-3 moments qui m'ont angoissée. C'est cette fameuse clinique. Parce que finalement, on dit, bon, Hollywood, qui veut de la jeunesse, etc. Mais il y a un petit peu une critique aussi, c'est qu'on arrive à de la chirurgie de rajeunissement. C'est le début donc, de la chirurgie esthétique, de changer d'essayer des choses pour rajeunir. Ça fait un peu critique, surtout du corps médical qui accède à ça, parce qu'il pourrait dire non, c'est des médecins. Et là, il y a ce côté un peu clinique du docteur Folding, où on le cherche partout, il y a toutes les portes qui s'ouvrent de partout. On le voit avec ses rats, on ne sait pas ce qu'il est en train de leur injecter. Donc, en plein milieu de cette chirurgie esthétique, il y a un laboratoire avec des rats, avec le pire truc qu'il puisse y avoir dans un hôpital où on fait des opérations. Et après, il y a le docteur avec sa piqûre en verre, avec la seringue qui est tordue, les médicaments. Enfin, on a l'impression que quelque part, c'est un peu comme maintenant on le fait plus actuellement, de critiquer finalement la médecine qui joue un petit peu, avec la vie des gens. Donc c'est vrai que depuis le début, on critique un peu Hollywood, mais est-ce que c'est pas plutôt la médecine qu'il faudrait critiquer, qui accède justement à ça, qui pourrait dire non. Bon là, par exemple, il y a l'alcool qui est sous clé. C'est plein de petits détails comme ça qui sont un petit peu bizarres.
bizarre et qui participe à l'angoisse. Mais surtout cet hôpital là qui est un petit peu bizarre, qui arrive 2-3 fois dans le film et qui est en France et qui est un peu qui est en France évidemment, c'est normal. Et c'est pour ça que j'ai pensé à Georges Franju, dont les yeux sans visage, où c'est un père comme ça qui doit fournir sa fille en visage nouveau parce qu'il se nécrose. Enfin bref, c'est une horreur. Ça vous ferait vraiment, ça vous angoisserait beaucoup. Mais vous vous rendez compte que vous êtes intervenu avec des gants blancs. Vous avez dit ça. Donc la responsabilité, elle est. C'est pour ça que je disais que c'est aussi le système. Oui, il fait partie du système, le docteur Corveau, j'allais dire, le docteur Vando. Mais il est instrumentalisé aussi dans le système. D'ailleurs, il le dit au début. Il est assez débonnaire. Il dit si on croit la presse, j'utilise de la semence de babouin, je suis un charlatan, etc. Donc on se dit peut-être qu'en fait il ne l'est pas. Et puis après, on voit sa clinique et effectivement, c'est un peu mais tout ça est une imagerie aussi. C'est-à-dire, moi, je pense pas du tout que ce soit en 78 qu'on commence à faire de la chirurgie esthétique. Pas du tout. Les actrices de l'Hollywood classique, elles sont complètement refaites. Simplement, elles sont pas refaites de la même façon exactement qu'on refait aujourd'hui, mais on leur casse la mâchoire. Et si vous voyez le film de la génération d'après, donc la génération plutôt Marthe Keller, la génération de Jane Fonda, dans le film de Seyrig sur les actrices, elle raconte qu'on a voulu lui casser la mâchoire pour la refaire et refaire sa poitrine et tout refaire. Moi, elle a refusé certaines choses, mais les dents, elle n'a pas refusé. On enlève des dents. Donc ça, c'est une industrie, c'est un artisanat, c'est un artisanat hollywoodien, je pense, quasi aussi vieux qu'Hollywood lui-même, quoi. Alors c'est vrai que de montrer la médecine en blouse blanche, il retourne Hollywood comme un gant, hein, c'est-à-dire il est un écorché, quoi. On a Hollywood écorché, donc il nous montre, c'est pas seulement les coulisses, il nous montre la peau, quoi, la peau sanglante. Il y a quelque chose de vraiment bouché là-dedans, et ça inclut l'instrumentalisation de la science. À partir du moment où il y a de l'argent. Et il y a du pouvoir qui est créé par le fait de faire fantasmer avec des films. Oui, c'est corruptible, hein, bien sûr. La science est corruptible. Bon, je crois qu'on est allé au bout. Alors, il y a juste... Allez, prenons une dernière intervention, Kivan. C'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez au niveau de la chirurgie esthétique. Finalement... ça existait en effet depuis longtemps, mais on peut dire que ça a toujours été ça a vécu avec l'humanité, sauf que les techniques ont évolué. On voit dans certaines civilisations déformer le crâne pour les castes supérieures, les pieds tout petits qu'on bandait pour les femmes chinoises, parce qu'il y avait des critères de beauté. Finalement, ces éléments-là, ils existent depuis des millénaires, on va dire. Et c'est pour ça que je pense que là, Wilder ne fait pas un portrait à charge de Fedora, c'est-à-dire de la comtesse, qui la montre prise dans ce... oui, comme la fille est prise, parce que c'est elle qui commence le jeu. C'est elle qui commence le jeu, finalement, plus ou moins. Elle se laisse prendre. Oui, elle joue à la vedette parce que sa mère absente l'était. Mais disons qu'à un niveau psychologique auquel je pense que le film, heureusement, ne se tient pas, mais tout de même, on voit bien que c'est quand même la mère qui, par son absence, suscite aussi ce désir. Elle a créé un manque, et puis c'est elle qui contrôle, elle pourrait arrêter le jeu. Mais malgré tout, le regard, y compris le regard du personnage joué par William Holden, n'est pas... à un moment, au début, il dit « Ah, les salauds, etc. » Mais il comprend après. On comprend qu'il croit à moitié l'histoire de la drogue et de... Enfin, qu'il y croit, mais que ça ne change rien au fait que cette jeune fille a été contrainte. Mais malgré tout, on sent bien qu'il perçoit qu'il est juste témoin de l'existence de ce système. De même que les contraintes d'une société en général...
celui qui les critique n'est pas forcément à même de pointer, enfin, ne se sent pas forcément obligé d'accuser et de juger. Et donc je trouve quand même que le visage lui-même vieilli, forcément, de William Holden porte ça de manière très belle, quoi. Il est là, il est devant tout ce qui s'est passé. Il a cru qu'il était dans un scénario de gothique féminin, on pourrait dire, donc peut-être dans Les Enchaînés d'Hitchcock par exemple, ou dans un film de Mankiewicz où l'homme allait délivrer la prisonnière, et en fait non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus terrifiant d'une certaine façon, c'est que nous sommes pris tous dans un réseau de contraintes sociales, de conformisme quant à la beauté, quant à la... et ça, c'est beaucoup plus existentiel d'une certaine façon. C'est ça aussi qui est fort, mais qui est... Oui, juste pour confirmer que le personnage de William Holden, il a quand même un côté très passif. On aurait envie d'être révolté à sa place parce que il a compris quand même qu'il y a quelque chose de pas normal dans tout ça. Et il rentre dans le jeu lui aussi finalement. Il est pas, enfin, il rentre dans le jeu. En tout cas, il fait pas de vagues, quoi. Il observe, il continue à essayer son truc là qu'il veut placer. Mais parce que ce sont des personnages d'enquêteurs voilés, enfin d'enquêteurs étouffés, ratatinés d'une certaine façon. Ils sont pas véritablement dans l'investigation. C'est pas des détectives armés, c'est pas des détectives officiels. Et en même temps, ils essayent de déchiffrer, de faire sens des signes du monde. En plus, il n'est pas dans son élément, il n'est pas dans sa langue, et ils se plantent toujours en fait. Ils ont des points aveugles, ils sont en train de... Et évidemment, ça, c'est aussi offrir au spectateur une figure identificatoire, alors qui est pas reluisante. Merci beaucoup Charlotte pour cette saison. Bon été en fait. Bon été, bien sûr.